Imaginez une ville du XVIe siècle. Des rues étroites, des maisons de pierre, le son des cloches. La place se remplit peu à peu de monde. Aujourd'hui, il y a une exécution. La foule murmure, mais personne ne prononce son nom à voix haute. Le bourreau. Il vit dans la même ville. Il marche dans les mêmes rues. Il respire le même air. Mais il ne sera jamais des leurs. Dans cette vidéo, vous découvrirez qui devenait réellement bourreau, pourquoi cette profession se transmettait souvent de génération en génération, combien gagnait l'homme que tout le monde évitait, quelles erreurs pouvaient lui coûter la vie. Ce n'est pas une histoire de cruauté, c'est une histoire de société. Le bourreau n'apparaissait pas par hasard. Il était nommé par le magistrat de la ville. C'était une fonction officielle. Un contrat était signé avec lui. Il prêtait serment. Il recevait un salaire. Mais presque personne ne choisissait ce métier volontairement. Dans la plupart des villes germaniques des XVe au XVIIe siècles, la profession était héréditaire. Si le père était bourreau, le fils devenait automatiquement un exclu social. Les enfants de bourreaux n'étaient pas admis dans les guildes. Ils ne pouvaient devenir ni forgerons ni marchands. On les évitait. C'est ainsi que se formaient des dynasties. L'exemple le plus célèbre est Franz Schmidt de Nuremberg. Son père devint bourreau contre son gré. Selon une version, on lui proposa un choix, la mort ou le service de la ville. Il choisit la vie. Franz poursuivit le métier. 45 ans de service, plus de 300 exécutions, des centaines de châtiments corporels, des milliers d'actes médicaux. Et pourtant, un journal, détaillé, froid, presque comptable. Le bourreau vivait près des remparts de la ville. Sa maison était isolée, une frontière physique reflétant une frontière sociale. La ville utilisait ses services, tout en le méprisant. L'image du bourreau est souvent réduite à un seul coup d'épée, mais son travail était bien plus vaste. Il pratiquait la torture lors des interrogatoires officiels. Il marquait les criminels au fer rouge. Il coupait oreilles, doigts et membres. Il organisait les châtiments publics. Il entretenait l'échafaud et la potence. Au XVIe siècle, la torture était réglementée par la loi. Le bourreau n'inventait pas les méthodes, il suivait le protocole judiciaire. Il n'était pas un sadique, mais un exécutant technique. Et ici apparaît un paradoxe. Beaucoup de bourreaux étaient d'excellents rebouteux. Le jour, ils brisaient des os sur ordre du tribunal. La nuit, ils les remettaient en place pour sauver des vies. C'est l'un des aspects les plus frappants de cette profession. Une exécution publique était un spectacle du pouvoir. La place se remplissait à l'avance. Les gens venaient comme à un événement. Des marchands vendaient de la nourriture. Des enfants regardaient depuis les épaules de leurs parents. Le bourreau apparaissait, le plus souvent sans masque. Le masque est un mythe tardif. S'il s'agissait d'une décapitation, tout devait se dérouler rapidement. L'épée du bourreau différait d'une épée de combat. Une lame large, sans pointe, lourde et parfaitement équilibrée. Un seul coup précis, et le travail était terminé. S'il en fallait un second, la foule commençait à murmurer. L'histoire connaît des cas où une erreur du bourreau provoqua des troubles. En 1587, lors de l'exécution de Mary Stuart, le premier coup fut imprécis. Un second fut nécessaire. Lorsque le bourreau leva la tête de la reine, une perruque resta dans sa main. La véritable tête tomba sur l'échafaud. Cela entra dans l'histoire. Le bourreau n'avait pas droit à l'erreur. Voici quelque chose d'inattendu. Le bourreau n'était pas pauvre. Il recevait un salaire fixe de la ville, mais ses principaux revenus provenaient des paiements à la tâche. Chaque procédure était rémunérée séparément. Pendaison, décapitation, torture, marquage au fer. Dans de nombreuses villes, le bourreau avait aussi le droit de récupérer les vêtements du condamné. Si un noble était exécuté,
cela pouvait représenter des habits précieux. En France, la dynastie des Samson, active pendant plus d'un siècle, possédait des maisons et des domestiques. Charles-Henri Samson exécuta Louis XVI et Marie-Antoinette. C'était un homme instruit, pas un fou, un fonctionnaire de l'époque révolutionnaire. Et c'est cela qui rend l'histoire encore plus troublante. Si l'on voit le bourreau seulement comme l'exécutant d'une sentence, on manque l'essentiel. Il existait non seulement entre le tribunal et le condamné, il existait entre l'État et la foule. Et c'est la foule qui rendait sa profession véritablement dangereuse. Les exécutions publiques en Europe entre le XVIe et le XVIIIe siècle n'étaient pas des procédures silencieuses. C'étaient des spectacles, des démonstrations d'autorité, des avertissements, des instruments de peur. La place se remplissait tôt. Certains venaient par peur, d'autres par curiosité, d'autres encore pour s'assurer que justice était rendue. Et au centre de ce spectacle se tenait le bourreau. Si l'exécution était rapide et propre, la foule y voyait du professionnalisme. Le bourreau pouvait même susciter un certain respect, non comme homme, mais comme artisan. Mais s'il commettait une erreur, tout changeait immédiatement. L'histoire rapporte des foules sifflant le bourreau, lui lançant de la boue et des pierres, l'accusant de cruauté ou d'incompétence. Il dépendait de la précision autant qu'un chirurgien. Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, le bourreau Jack Ketch devint tristement célèbre après l'exécution ratée du duc de Monmouth. Plusieurs coups de hache furent nécessaires. La foule criait et le maudissait. Il dut finalement utiliser un couteau pour achever l'exécution. Son nom devint synonyme de brutalité. Le paradoxe était que la société exigeait la perfection dans une tâche qu'elle considérait elle-même comme impure. Il était un professionnel méprisé. La question la plus difficile est celle de l'intérieur. Le bourreau ne rendait pas le jugement. Il ne décidait pas du destin d'un homme. Il exécutait la décision du tribunal. Cela offrait une justification morale formelle, mais n'effaçait pas la pression intérieure. Franz Schmidt documenta plus de 300 exécutions en 45 ans de service. Ses notes sont sèches, presque comptables. Décapité, un seul coup. Pendu, mort rapide. Aucune émotion, aucun commentaire. Mais les historiens notent qu'en parallèle, il pratiquait intensément la médecine. Il soignait fractures et luxations, préparait des onguents, plus de 15 000 interventions médicales. Peut-être n'était-ce pas seulement un revenu complémentaire, peut-être une tentative de préserver un équilibre intérieur. Destruction et réparation. Il brisait des os par la loi et les guérissait par compassion humaine. À la fin de sa vie, Franz Schmidt obtint la réhabilitation officielle de sa famille. L'empereur leva leur statut d'impur, un cas rare. Cela montre qu'il ressentit toute sa vie le poids du stigmate social. Il n'était pas fier de son métier, il le portait. Si, dans la ville médiévale, le bourreau vivait en marge, la Révolution française le plaça au centre de l'histoire. Charles-Henri Samson fut le bourreau en chef de la France à la fin du XVIIIe siècle. Sa famille servit pendant plus d'un siècle, 7 générations. Le 21 janvier 1793, il exécuta Louis XVI. Le roi tenta de parler à la foule, mais les tambours couvrirent sa voix. Samson accomplit sa tâche rapidement. Plus tard, il écrivit qu'il ressentait le poids du moment. Il comprenait qu'il n'exécutait pas seulement un homme, mais un symbole de la monarchie. Quelques mois plus tard, il exécuta Marie-Antoinette. Le bourreau ne choisissait pas le camp de la Révolution. Il exécutait la sentence du nouveau pouvoir. Il survécut au changement de régime. C'est essentiel, le bourreau n'appartenait pas à la politique. Il appartenait au système. À n'importe quel système. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'exécution dépendait largement du savoir-faire. La décapitation exigeait force et précision. Le supplice de la roue nécessitait la connaissance d'une séquence précise. La torture demandait le respect du protocole. Mais avec l'apparition de la guillotine, tout changea.
La guillotine fut conçue comme un moyen d'exécution humain et égalitaire. Le mécanisme garantissait une mort rapide, indépendante du talent du bourreau. C'était une transition. Le métier devint procédure. La personnalité du bourreau perdit de son importance. Il devenait l'opérateur d'une machine. Le début de la fin de la profession dans sa forme traditionnelle. Le XVIIIe siècle apporte les Lumières. Les philosophes posent une question. L'exécution publique est-elle un instrument de justice ou une démonstration de cruauté? Cesare Beccaria, dans Des délits et des peines, critique la peine de mort et la torture. Les villes réduisent progressivement l'usage de la torture. Les exécutions publiques commencent à être perçues comme barbares. Le XIXe siècle transforme le système pénal. La prison devient centrale. La punition devient isolement plutôt que spectacle. Les exécutions sont déplacées derrière les murs. La foule n'est plus présente. Le bourreau perd son rôle public. Au XXe siècle, la plupart des pays européens abolissent la peine de mort. Le bourreau urbain disparaît. Non parce que les hommes sont devenus plus doux, mais parce que l'État a changé sa forme de contrôle. L'histoire du bourreau n'est pas celle de la cruauté d'un homme. C'est l'histoire d'une société qui crée une fonction pour accomplir sa tâche la plus lourde, tout en rejetant celui qui l'accomplit. Il était nécessaire, il était payé, il servait la loi, mais il vivait derrière le mur. Lorsque la société n'eut plus besoin de la peur publique, le bourreau disparut. Et peut-être que ce n'est pas la disparition d'une profession, mais un changement de forme.